Bienvenue tout le monde à cette inauguration virtuelle, encore une fois, des expositions Picasso Figure et ouvrir le dialogue sur la diversité corporelle. Je m'appelle Marie-Hélène Raymond, je suis coordonnatrice de la stratégie numérique au Musée national des beaux-arts du Québec et j'ai eu le plaisir, le privilège de m'entretenir au cours des derniers jours avec collègues et partenaires qui vous feront découvrir les coulisses de ce grand projet. D'abord, je vous invite à écouter Jean-Luc Murray, directeur général du MNBAC, qui est très fier de cette exposition d'envergure, surtout actualisée par les équipes du musée. Picasso, en fait, c'est un nom qu'on évoque, que tout le monde a une idée, une image, ou peut dire que c'est un peintre, par exemple. J'écoutais hier le hockey, je pense, il y a même un commentateur qui commentait un but du Canadien disant que ce n'était pas un Picasso. Donc, on voit que c'est passé quand même dans le langage familier. Puis c'est certain qu'on est dans une dimension de prestige, donc on est très heureux d'ajouter ce fleuron-là à notre programmation d'Expo internationale dans le magnifique écrin du Lassonde, qui va être un écrin splendide pour des œuvres de Picasso. Mais on est surtout content, comme on le fait depuis quelques années, comme on l'a fait pour d'autres grandes expositions internationales, d'avoir un discours aussi qui est dans la pertinence, dans le sens de ce projet-là à Québec, le sens de ce projet-là dans un musée national où on a des artistes québécois. Donc, comme les gens le découvriront, on va aussi faire un clin d'œil à une des dimensions que l'expo souligne, l'idée que Picasso a questionné, repoussé les limites de ce qu'on trouve beau ou laid ou de nos canons ou standards de beauté. Dans cette expo-là qui aborde le corps, donc on en a profité pour dire, bien, on pourrait se concentrer sur notre rapport au corps. Qu'est-ce qu'on trouve beau? Qu'est-ce que ça veut dire, la diversité corporelle, l'acceptation de notre corps de celui des autres, et à travers un dialogue entre des œuvres du grand maître espagnol et des œuvres d'artistes québécois. Donc ça, c'est une première au musée, dans le même espace, même si ce sont des salles séparées. On trouvait important de positionner le discours au Québec avec des artistes québécois, et moi, je suis très fier du résultat. C'est très juste, très pertinent, très touchant aussi. Je pense qu'on va avoir un prisme où on voit les œuvres de Picasso, mais on les appréhende peut-être plus avec une sensibilité d'ici à travers cette section-là de l'expo. C'est certain qu'avec tout ce qu'on sait d'une sensibilité moderne, c'est-à-dire qu'on regarde comment Picasso s'est comporté, entre autres, dans sa vie avec les femmes, ses muses. Et je le mentionnais dans une entrevue que j'ai faite avec la journaliste du Devoir, je ne suis pas certain qu'il aurait échappé au mouvement MeToo Picasso. Bien, c'est sûr qu'on doit le placer dans son temps. Et c'est un peu ce qu'on fait. On ne ferme pas les yeux sur ces enjeux-là, mais je pense qu'on les aborde de façon très intelligente, c'est-à-dire qu'on permet aux visiteurs de réfléchir sur cette question-là. Est-ce que l'œuvre est à proscrire parce que l'artiste ne s'est pas comporté d'une façon adéquate, ou est-ce qu'on doit justement ouvrir le dialogue dans ce cas-là sur cette dimension-là? Et chacun arrive dans une expérience comme ça avec ce qu'il est, comment il a vécu, ses diverses expériences. Donc, c'est ça qui est intéressant. On permet aux visiteurs d'avoir cet espace-là de réflexion. Et ça, encore là, c'est une chose qu'on veut continuer, et c'est un espace que l'art offre à tout le monde, c'est-à-dire un espace d'humanité, je le dis souvent, mais rencontrer une œuvre d'art, c'est comme rencontrer une personne. Dans ce cas-là, on rencontre un peu Picasso à travers sa production. Et c'est une chance, donc, comme être humain, d'avoir accès à quelqu'un de cette envergure-là. C'est un géant, c'est un être humain hors norme, là, on le mentionnait. En fait, on a fait une alliance avec une scénographe externe, Marie-Renée Bourget, avec qui on travaille souvent. Et notre commissaire, Maude Lévesque, moi je l'adore, Maude, j'aime tous nos commissaires, mais Maude a une approche plus intuitive que j'adore pour Picasso. C'est un mariage entre Maude et Marie-Renée qui marche bien. Vous allez voir, la scénographie spectaculaire, comme à l'habitude au musée. Il y a beaucoup de gens qui ont travaillé aussi en coulisses. Notre équipe de muséographie qui est dirigée par Yasmé Fauché. Toute l'équipe de la direction des collections et des expos, on peut mentionner notre collègue Annie Gauthier aussi, entre autres, qui a été très occupée ces derniers jours là, à essayer de faire venir des convoyeurs français de Paris en pleine pandémie. Donc, on oublie des fois les détails. Les gens au transport, on a rencontré tout à l'heure Anne, qui fait un tour de force de faire voyager 7 camions du musée de Nashville jusqu'ici. Et l'ensemble des équipes du musée, comme toujours, qui devront animer ce lieu-là tout l'été et recevoir les visiteurs qui, je l'espère, seront nombreux. Picasso, projet d'envergure s'il en est un. Donc, on remercie beaucoup le ministère de la Culture et des Communications du Québec. Je me rappelle très bien une discussion il y a à peu près 1 an et demi avec Mme Roy dans son bureau sur la Grande Allée à Québec,
où elle a été très généreuse de nous écouter et de nous octroyer une aide financière particulière pour l'expo, donc on les remercie. Et un partenaire privé, Québecor, qui va nous permettre de faire la promotion de l'expo dans leurs médias, donc on les remercie vraiment pour leur apport. C'est un immense plaisir d'être parmi vous virtuellement pour souligner le lancement de cette nouvelle exposition au Musée national des beaux-arts du Québec, mettant en vedette nul autre que Pablo Picasso. Alors, vous le savez, Québecor s'est toujours profondément engagé pour faire rayonner la culture et la rendre davantage accessible au grand public. Et en cette année particulièrement difficile pour l'industrie culturelle, il est encore plus important pour nous de continuer à être présents pour nos partenaires afin de les soutenir dans leur relance grandement attendue par les Québécois et les Québécoises. C'est donc une très grande fierté de pouvoir souligner une fois de plus le Musée national des beaux-arts du Québec comme nous le faisons depuis 2012, alors que nous avions contribué à la campagne de financement majeure qui a permis l'agrandissement du musée et de la création du magnifique pavillon Pierre Lassonde. En tant que partenaire présentateur de cette exposition, nous sommes heureux de contribuer à permettre à la population de continuer à profiter des grandes expositions d'envergure comme celle de Picasso que nous aurons la chance de voir. À tous et à toutes, je vous souhaite une belle exposition et de très belles découvertes. L'exposition Picasso Figure est présentée en exclusivité canadienne à Québec en collaboration avec le Musée national Picasso à Paris. Une collection très particulière, comme me l'a expliqué François Darreau, chargé de recherche au Musée Picasso. Nous avons discuté ensemble des grands thèmes de l'exposition et surtout de l'inépuisable et épineuse question de la séparation entre la vie et l'œuvre de l'artiste. En effet, avec les débats féministes qui animent nos sociétés, on peut revoir et reconsidérer l'œuvre de Picasso sous le prisme de ses nouvelles approches et sensibilités. Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce musée? Alors, la collection du musée Picasso à Paris, elle est vraiment unique pour plusieurs aspects. Tout d'abord, par la quantité d'œuvres qu'elle a. On a au musée plus de 5000 œuvres de Picasso. Donc, on est la collection d'art public qui possède le plus de Picasso au monde. Donc, quelques chiffres, on a environ 300 peintures, plus de 300 sculptures aussi, et des milliers de dessins ensuite et d'estampes que Picasso a réalisées. Donc, dans un premier temps, c'est l'envergure, mais dans un deuxième temps, ce qui la rend si particulière, c'est qu'elle est composée en fait d'œuvres qui ont appartenu à Picasso, à l'artiste donc, et que Pablo Picasso a gardé avec lui toute sa vie à travers ses différents ateliers. C'est donc dire que c'est sa propre collection. Exactement. Donc on sait que c'est le choix de Picasso, et d'ailleurs on sait par les nombreux biographes qui l'ont rencontré, qui l'ont écrit, que Picasso avait vraiment beaucoup de mal à se séparer de ses œuvres. Alors évidemment, au début de sa carrière, il fallait bien se lancer, la vendre à des marchands, à des collectionneurs pour pouvoir gagner sa vie. Mais vraiment, on sait que jusqu'au bout, il aimait s'entourer d'œuvres de ses débuts qui mélangeaient avec des œuvres très récentes. Et quand on voit des photographies dans ses ateliers, on le voit justement comme ça, entouré de sa collection. Et ce sont ces œuvres aujourd'hui qu'on vous prête avec joie. Le titre de l'exposition Picasso Figure, le mot figure prend plusieurs sens, j'ai l'impression, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Je sais que la question du titre, elle s'est posée d'emblée. On avait à une époque pensé à Picasso Baudi's, et finalement, on est resté sur le thème de figure qui est un peu plus large. Il y a une citation de Picasso, justement, où il dit que tout lui apparaît finalement sous forme de figure. Parce que c'est vrai que parfois, le grand public a un peu le mauvais a priori sur Picasso, de le considérer parfois comme un peintre qui est abstrait. Alors qu'en fait, Picasso, il a vraiment méprisé toute sa vie l'abstraction. C'est quelque chose qu'il ne voulait absolument pas faire. Et en fait, on s'aperçoit dans toutes les œuvres de Picasso qu'il y a toujours finalement un élément figuratif, justement, auquel se raccrocher et qui vient très souvent évoquer la figure humaine. Si vous aviez quand même pensé à Bodies et que vous parlez de la figure humaine, c'est qu'il y a beaucoup de ça dans l'exposition, la représentation du corps. Oui, exactement. C'est vrai que c'est peut-être le motif de prédilection, de représentation chez Picasso. Picasso, c'est un artiste qui a fait beaucoup de choses. Il a fait aussi des natures mortes qui ont déjà fait l'objet d'expositions. Mais c'est vrai qu'à travers les figures chez Picasso, ça nous permet, c'est ce qu'on essaye de faire dans l'exposition, aussi de retracer toute sa carrière artistique
et de traverser comme ça tous les différentes époques et les différentes périodes de son œuvre, en passant du coup des débuts très naturalistes, qui s'inspirent de ses études académiques qu'il réalisait quand il était enfant, puis enfin une cubiste, et enfin une expression un peu plus libre aussi du corps qui intervient à partir des années 20-30 et ensuite jusqu'à la fin de sa carrière dans les années 70. Il y a beaucoup de thèmes abordés dans l'exposition. C'est le corps dans toute sa splendeur, mais pas que, n'est-ce pas? Oui. Alors c'est vrai que la question ensuite qui se posait, c'était comment est-ce qu'on va diviser tout le groupe d'œuvres en différentes sections. Et finalement, on a aussi voulu avoir quand même une approche assez chronologique, parce qu'elle paraissait Mhm. plus facile en fait pour appréhender l'œuvre de Picasso, puisque c'est vraiment une œuvre qui va évoluer au fil du temps. Et ce qu'on s'aperçoit chez Picasso, c'est que souvent, chaque nouvelle période, en fait, elle va apporter des nouveaux éléments, mais elle va aussi s'appuyer sur ce que Picasso a fait précédemment. Donc ça paraît plus facile, on va dire, pour les personnes en fait, qui viennent visiter l'exposition, de voir toute cette évolution-là, et qui finalement a un sens quand l'une des premières œuvres de l'exposition, c'est la figure d'une jeune fille assise. C'est une œuvre que Picasso réalise quand il a 14 ans, en Mhm. 1895, et on termine par un autoportrait qui est réalisé quelques temps avant sa mort. Et quand on voit cette ouverture et cette œuvre qui vient terminer l'exposition, on a comme ça un peu le point A et le point Z. Et en fait, entre-temps, toute l'exposition, elle va essayer de cheminer et de montrer par quelle trouvaille esthétique Picasso est passé pour arriver de cette étude académique à cette œuvre à la fin qui est vraiment très expressionniste. Mais je pense qu'avec Picasso, c'est un incontournable d'aller un peu en chronologie pour voir justement par où il est passé pour se rendre à la période cubiste qui est la plus connue et qui justifie aussi pour le commun des mortels cette façon de peindre qui est si particulière. Oui, et puis c'est vrai qu'aussi, il y a aussi un peu un lieu commun, souvent, où les gens enfin, un peu sur le plan humoristique, on va dire, quand quelque chose un peu nous paraît un peu bizarre en peinture, quand on voit une figure avec des yeux qui sont pas au bon endroit, on va dire Mhm. tout de suite que c'est du Picasso. Il y a aussi un peu cette habitude de dire, ah ben ça, on a l'impression que moi aussi je pourrais le faire, ou que ça va porter de n'importe qui. Et c'est vrai que notamment avec cette œuvre très académique qu'on montre au début, ce qui est important de se rappeler, c'est qu'en fait Picasso, il sait très bien faire, il sait très bien peindre, on va dire, d'une manière très académique. Et cette liberté de ton qu'il va prendre de figuration, en fait, c'est vraiment un choix. C'est quelque chose qui est choisi. C'est pas que Picasso avait des capacités limitées qui fait qu'il pouvait peindre d'une façon parfois qui me paraît un peu inhabituelle ou étrange. C'est vraiment un choix de l'artiste, et c'est ça qui est intéressant. C'est la volonté artistique de Picasso derrière toutes ses œuvres. Puisqu'on parle de son talent, on peut parler de l'homme aussi parce que vous traitez dans l'excellent essai que vous co-signez avec Emilia Filippo des questions sur la grande question sur est-ce qu'on sépare l'homme de son œuvre et vous commencez très fort en posant la question est-ce que Picasso est misogyne? Oui, mais alors c'est vrai que les œuvres, en général, quand elles sont créées dans un contexte artistique et politique, mais les expositions, c'est une autre temporalité, mais qui est propre également. Et c'est vrai que ça nous paraissait impensable en fait de faire une exposition et d'avoir une réflexion sur le corps chez Picasso, qui est principalement féminin, Mhm. sans tenir compte de la révolution féministe qui intervient depuis quelques années suite au mouvement MeToo. Et c'est vrai que la question enfin, justement, c'est intéressant en fait de se saisir comme ça de bouleversements un peu dans nos sociétés pour nourrir le débat et avoir une véritable réflexion. Et la question sur la séparation entre l'œuvre et l'artiste, c'est une question qui est ancienne. Alors récemment, c'est un essai notamment en France qui est sorti de Gisèle Shapiro qui s'appelle justement Peut-on dissocier l'œuvre de l'auteur? Et en conclusion, elle apporte deux éléments. Elle dit tout d'abord oui, parce que les œuvres, elles ont leur propre autonomie. Finalement, dès qu'elles sont créées, elles échappent à l'artiste. Et la lecture que chacun peut faire de l'œuvre est très subjective. Chacun peut voir, on va dire, avoir une interprétation très personnelle des œuvres. Donc dans un premier temps, on va dire oui, on peut dissocier les œuvres de l'artiste. Mais c'est oui et non, parce que évidemment la question est plus compliquée que ça, et en fait les œuvres, elles portent aussi la trace de la vision du monde que portent les artistes, et notamment Picasso est un cas vraiment particulier, d'une part parce que son œuvre et sa vie, Picasso a vécu très longtemps, il a vécu plus de 90 ans, donc sa vie, elle parcourt tout le XXe siècle. C'est un enfant de la fin du XIXe siècle et il meurt au début des années 1970. Donc là, il a une carrière très prolifique qui va beaucoup changer. Donc finalement, déjà chez Picasso, il y a plusieurs visions du monde.
Mais en tout cas, quelque chose en tout cas qui reste très important chez Picasso, c'est la part autobiographique de son œuvre. Et en fait, lui-même n'a eu de cesse de le rappeler. Puis il y avait un lien très évident entre ses œuvres, les personnes représentées dans ses œuvres et sa vie intime. D'ailleurs, c'est vrai que c'est peut-être l'un des seuls artistes vraiment qui a une bibliographie autour de sa vie, déjà de son vivant. Il y a des écrits de Fernande Olivier notamment, qui est l'une de ses premières compagnes, également modèle, qui va écrire dans les années 1930 le récit un peu de sa vie intime aussi avec Picasso, donc donner vraiment un éclairage sur sa vie. Et donc, on s'est dit que donc, au départ, quand l'exposition a été faite, ce ne devait pas forcément être le sujet, mais en fait, voilà, notamment avec MeToo, ça a un peu changé la donne. Et c'est vrai qu'on s'est dit qu'à travers l'essai, c'était l'occasion justement de se confronter à cette question, de ne pas l'éluder. Justement, le danger dans ce genre de cas, justement, c'est de dire qu'on ne veut pas en parler, à la fois qu'on ne voudrait pas montrer les œuvres alors qu'on ne voudrait pas aborder le sujet. Et on pense justement qu'il faut en fait en parler. C'est pour ça que dès le début de l'essai, notamment, on pose la question Picasso était misogyne et on y répond oui, il l'était. Et du coup, ensuite, on continue la réflexion. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce qu'on peut regarder ses œuvres? Et on essaie justement dans l'essai de donner quelques clés de réflexion. Est-ce que en 2021, on peut toujours célébrer Picasso? Et si oui, comment? Mais alors justement, c'est toute la question en fait de est-ce qu'on célèbre ou est-ce qu'on montre? Est-ce qu'il s'agit de représentation? Est-ce qu'il s'agit d'apologie? Je pense que justement, ce qui a été ce qui est compliqué dans le cas de Picasso, c'est est-ce qu'on célèbre les œuvres? Est-ce qu'on célèbre l'homme? Je pense que déjà l'exposition ici, ce qu'on a essayé de faire justement, c'était de montrer son travail. Alors évidemment, sans le couper de sa vie, en éclairant de différents événements qui l'ont jalonné, mais c'est vraiment, je pense, une célébration de l'œuvre plutôt que de l'homme. Et encore une fois, même si on s'intéresse à l'homme et à ses engagements, ils sont très divers au final, puisque aujourd'hui, si on a effectivement une lecture féministe de l'œuvre de Picasso, clairement, c'est pas l'artiste, on va dire, qui était le plus engagé dans la cause. Quoique, Non. en fait, l'œuvre de Picasso, elle est si grande et elle est si vaste qu'elle est paradoxale, puisqu'à la fois, on a justement des œuvres notamment qu'on montre, parce que je pense que dans ces cas-là, ce qui est important, c'est de partir vraiment des œuvres, de citer des exemples, et on montre notamment des œuvres qui s'inspirent de la tradition antique, qui était déjà bien sexiste et misogyne. Donc quand Picasso fait des œuvres dans ce style-là, il va avec tout le background et tout ce que ça implique justement de sexisme et de misogynie, qui est évidemment antérieur à Picasso. Et Picasso, il s'inscrit, il est acteur de cette société-là, mais ça fait partie d'un tout. En revanche, on voit aussi que finalement, dans les années 60 notamment, il va réaliser le portrait d'une militante du FLN qui s'appelle Jamila Boupacha et c'est un portrait qui va donner ensuite à Gisèle Halimi, qui est une militante féministe, et Simone de Beauvoir, pour illustrer notamment un texte féministe sur cette personne-là. Donc c'est à la fois paradoxal, puisqu'il peut parfois avoir des positions comme ça, où il va défendre des femmes, une femme qui s'est fait violer en l'occurrence par l'armée française. Et on connaît aussi justement les positions très importantes de militants pour la paix, de Picasso, qui est très importante au XXe siècle. Et donc voilà, donc il y a différents engagements de Picasso. Donc quand on célèbre Picasso, justement, c'est de voir ces deux côtés. À la fois le côté, on va dire, à la lecture d'aujourd'hui, flamboyant justement d'un Picasso défenseur de la paix, et cette partie plus sombre de lui aussi, et qui concerne en fait son rapport aux femmes. Je pense que justement, il faut être lucide en fait et voir ces deux côtés. Jean-Luc Murray faisait mention tout à l'heure du travail sensible et intuitif de Maude Lévesque, commissaire de l'exposition. Constatez par vous-même en l'écoutant parler de la démarche du musée et également de la manière dont elle a construit une proposition actuelle et novatrice avec Ouvrir le dialogue sur la diversité corporelle, présentée en complément de Picasso Figure dans un parcours continu. En fait, on s'est demandé de quelle manière on pouvait ancrer cette production-là dans notre réalité, à utiliser peut-être un autre cadre référentiel que celui de l'histoire de l'art, donc y aller peut-être dans un enjeu de société qu'on pourrait explorer à partir de son travail. Donc évidemment, Picasso, ce qui nous a intéressés, c'est son désir vraiment de se détacher des représentations classiques du corps. De vouloir vraiment séparer des canons esthétiques pour nous amener à parler de la diversité corporelle. Donc on s'est dit, les gens, avec l'exposition Picasso Figure, vont être amenés à voir des représentations corporelles qui sont vraiment différentes de ce qu'on voit habituellement dans les médias populaires.
Donc, c'est intéressant de faire le lien avec l'enjeu de la diversité corporelle qui nous touche tous vraiment aujourd'hui, surtout en pleine pandémie. Donc, si on entend un sujet régulièrement depuis le début de cette pandémie-là, c'est beaucoup des liens, par exemple, avec le poids élevé qu'on va prendre, l'anxiété que ça peut générer et tout. Donc, on a fait un comité consultatif d'experts sur la diversité corporelle. Donc, on a invité Michaël Bergeron, qui est auteur et journaliste. On a invité Sarah Eni et Cassandra Cacciero, qui sont les fondatrices de Womanhood Project. Et aussi Elisabeth Cordeau-Rancourt, qui est créatrice de contenu culturel. Donc, avec eux, on a vraiment pu discuter du projet pour s'assurer d'être juste dans nos propos, mais aussi de donner la parole à des gens de l'externe. Donc, ça nous a nourris tant dans la réalisation de la scénographie de Picasso que dans l'élaboration de l'exposition qui est présentée en complément, qui s'appelle « Ouvrir le dialogue sur la diversité corporelle ». Michaël Bergeron, Sarah Eni, Cassandra Cacciero ont travaillé avec nous pour développer l'audioguide de Picasso et d'ouvrir le dialogue. Donc, il y aura une portion historique en lien avec Picasso, mais il y aura des arrêts où on pourra les entendre aborder différents sujets, offrir différentes pistes de réflexion sur des enjeux un peu plus complexes, par exemple la question éthique, faut-il séparer la vie de l'artiste de son œuvre, le rapport entre l'artiste et les muses. Ensuite, on s'en va un petit peu plus vers la diversité corporelle avec les corps androgynes, par exemple. Donc, ils vont nous aider le visiteur, en fait, à avoir une visite plus complète, plus diversifiée, qui aborde aussi le sujet, l'enjeu de la diversité corporelle. Et à la fin du parcours de Picasso Figure, on arrive dans l'exposition collective « Ouvrir le dialogue sur la diversité corporelle », où vous seront présentées différentes pratiques artistiques qui, justement, ont au cœur de leur pratique de représenter la diversité corporelle. Donc, il y a des artistes qui font partie de la collection du musée. On aura des œuvres de Marianne Waagschal et on aura des œuvres d'Alain Benoît, des sculptures d'Alain Benoît qui sont vraiment très étonnante, je peux dire. Et on aura aussi une artiste Kesna Dance que vous avez peut-être déjà vue parce que c'est une de ses œuvres qu'on a pris pour l'affiche et pour les réseaux sociaux aussi. Donc, c'est sa première apparition dans un musée. C'est une artiste qui est engagée, qui va parler dans son travail de lutte féministe, antiraciale aussi, et qui va vraiment contribuer à dénouer des tabous qui sont en lien avec la féminité, par exemple. Et on aura bien sûr les œuvres de Womanhood Project, de Cassandra et Sarah qui ont collaboré sur le projet. C'est certain que dans cette exposition-là, il y a de la nudité, il y a des propos qui sont tenus, qui peuvent parler de santé mentale, par exemple, mais on a vraiment choisi des œuvres qui pouvaient permettre à des familles d'aborder les questions de diversité corporelle. Donc, il n'y a pas de corps sexualisé, il n'y aura pas de problème de ce côté-là. Et ce sera vraiment l'occasion de discuter avec les tout-petits là, de diversité corporelle. Maude Lévesque a fait mention des différents collaborateurs de l'exposition. Je me suis justement entretenue avec les filles de Womanhood Project et également avec Michaël Bergeron pour parler des grands thèmes de l'audioguide. Vous allez voir, ils ne vous laisseront pas indifférents. On aurait pu en parler des heures et des heures. Ça a été un processus vraiment intéressant. Déjà le avant, quand c'était encore une bébé idée, quand on avait fait des sessions de brainstorming tous ensemble, puis de voir la quantité de cerveaux créatifs en ébullition quand il y a quelque chose en préparation comme ça, puis de pouvoir rajouter mon grain de sel tout au long de cette élaboration, de l'évolution de cette exposition. Ça a vraiment été un honneur. Puis évidemment, de voir mon travail et celui de Cass potentiellement au musée, c'est très, très, très excitant et ouais, c'est vraiment très touchant aussi. Oui, parce qu'il faut le dire, Sarah et Cassandra, vous êtes toutes les deux fondatrices, est-ce que je peux dire ça comme ça, de Womanhood Project? Est-ce que vous pouvez nous parler, Cassandra, de ce projet-là? Oui, c'est un projet qui a commencé... j'ai vraiment de la misère avec les années. Je pense qu'on est rendu il y a 6-7 ans.
On pensait que ça allait durer juste un temps, un été, ça allait se finir là. Finalement, c'est ça, on continue à rencontrer des femmes et des personnes non-binaires à chaque été pour les prendre en photo. Et après, durant l'année, les portraits et les textes sortent. Puis, je pense pas qu'on va arrêter ça de sitôt. On continue encore cet été. Puis, c'est vraiment incroyable aussi avec ce projet-là de pouvoir collaborer avec d'autres gens comme le musée, puis avec une équipe aussi comme vous qui est vraiment incroyable, une équipe de femmes. Ça aussi, c'est quelque chose de super motivant. Puis c'est ça. Mais c'est le fun d'avoir un homme aussi dans les discussions sur la diversité corporelle, n'est-ce pas, Michael? On était contente que tu sois parmi nous. Michael, journaliste et auteur, comment tu as trouvé ton expérience? Ben, en fait, moi, je trouvais ça un honneur d'être invité puis de participer puis collaborer à ce projet-là que je trouvais très beau. Donc, voilà, je l'ai pris comme une fleur d'être invité à participer puis collaborer à ce projet-là. Donc, j'ai bien hâte de voir un peu comment les gens vont recevoir ça, comment les gens vont percevoir aussi les expositions et les œuvres qui vont être proposées, ainsi que la discussion qu'on propose aussi à travers tout ça. Donc, j'ai hâte de voir la réception du public. Mais je suis vraiment honoré de participer parce qu'en plus d'être un magnifique projet, disons-le, je trouve que ça marque une étape vraiment importante parce que ça fait quand même plusieurs années que je parle de diversité corporelle, que je parle de grossophobie, et je sais qu'il existe des artistes comme Sarah Lucas qui font justement la promotion de la diversité corporelle, qui font des œuvres magnifiques, mais ça reste souvent un peu en marge, ça se passe en ligne ou ça se passe un peu plus underground ou dans des lieux d'artistes. Mais là, tu sais, que ça soit mis de l'avant par une institution comme le Musée des Beaux-Arts, ben là, ça marque, je trouve, une étape vraiment importante dans ce processus de cette discussion sociale-là de la diversité corporelle. Donc, c'est comme un double honneur, moi, je trouve, pour moi, à la fois de participer à un projet qui artistiquement est vraiment beau et en plus, je pense qu'il va être important dans une espèce d'étape dans la discussion publique, là, au sens très large. Qu'est-ce que vous attendez de la part des visiteurs, des auditeurs de cet audio-guide-là? Personnellement, j'espère que ça va engager la même genre de réflexion que on espère pouvoir engager avec notre projet, The Women Project. Nous, ce qu'on voulait apporter quand on a commencé ça, c'est une observation, une réflexion, des nuances. On voulait pas tomber dans ce piège qui est de montrer une idée, un exemple, ou de briser un tabou, puis de dire que c'est la seule façon d'en parler. Puis je suis beaucoup dans la nuance quand j'essaie de me poser des questions sur ma vie en général, sur l'art, sur la diversité corporelle. Et donc, cette discussion qu'on a pu avoir pour l'audio-guide, mais aussi entre nous, parce que ça a été une discussion qu'on a eue pendant plusieurs heures, ça a été plein de petites graines qui ont été plantées. Une idée à Michael, une idée à Cass, mes idées à moi qui étaient préfaites. J'ai pu observer certains conditionnements que j'avais et de pouvoir les remettre en question. Puis moi, je vois ces discussions-là ou ces discussions qu'on a eues avec pour l'audio-guide ou cette discussion at large qu'on est en train de créer avec Dialogue, c'est de prendre cet objet-là qui est la diversité corporelle, qui est créer ce genre d'imagerie, puis de prendre un objet en 3D et de le disséquer, de voir toutes les facettes, plutôt que de regarder de mon point de vue à moi, je le vois juste de cette face-là. Puis j'ai l'impression que l'audio-guide, c'est une petite façon pour amener les gens avec nous dans cet univers-là, puis de prendre l'objet avec nous, faire comme « Ah, waouh, OK, il y a ce côté-là que j'avais jamais regardé, puis il y a d'autres gens qui voient ce côté-là. Et comment est-ce qu'on peut tourner autour de ça? » C'est incroyable ce que tu viens de dire parce que c'est exactement le travail de Picasso pour le cubisme, tu sais, parce que dans le fond, sur un 2D, tu vois les 3 dimensions. C'est assez fascinant, c'est capoté. Moi, Picasso, on s'est parlé un peu avant. Oui, c'est ça, c'est ton subconscient, assurément. Cassandra, qu'est-ce que tu en penses? Mais j'espère aussi, tu sais, avec le projet, oui, c'est sûr qu'à première vue, les gens regardent les photos avec notre project, mais il y a aussi un texte qui accompagne toujours les photos. Puis, dans le même sens, j'espère aussi que les gens, en visitant l'expo, vont aussi prendre la peine d'écouter l'audio-guide. C'est des fois, on n'écoute pas l'audio, on veut juste voir de nos propres yeux les œuvres. Mais je pense qu'en écoutant l'audio-guide puis nos discussions,
ça va vraiment, comme Sarah a dit, apporter une autre dimension à la visite qu'ils vont faire. T'sais. Fait que j'espère vraiment que les gens vont prendre la peine. Je pense que oui, l'important, puis je trouve que ça porte bien son nom, ouvrir le dialogue, parce que je pense que c'est ça qui est important. Et moi, c'est ce que j'essaie toujours de faire comme journaliste dans mes chroniques ou dans mes livres que j'écris, c'est justement d'ouvrir ce dialogue-là, puis de juste soit poser des questions ou de proposer une autre façon de regarder les choses, et de juste au moins ouvrir cette porte-là de se poser la question. Peut-être que des gens ne seront pas d'accord par notre discussion qu'on a, nous trois, ou peut-être que des gens ne seront pas d'accord non plus avec des propositions artistiques, mais au moins de retourner après avoir visité l'exposition, puis qu'il y ait quelque chose qui tourne dans la tête, puis une question, puis et peut-être que 2 mois plus tard, ça aura semé une réflexion qui a ramené la personne plus loin, peut-être à un autre endroit que moi, tu sais, mais au moins de semer cette réflexion-là. Et ça, je trouve ça super important et enrichissant. Par rapport à ça, par rapport à peut-être sensibiliser puis ouvrir les esprits, c'est aussi correct d'avoir parfois un inconfort. C'est OK, c'est correct de se dire oh, OK, j'ai jamais pensé comme ça, puis j'ai un petit malaise. C'est correct aussi. Puis c'est un peu dans cette démarche-là qu'on est avec The Womanhood Project. C'est on veut pas pointer du doigt, on veut pas attaquer, on veut juste, encore une fois, planter des graines de réflexion, puis les laisser germer sans jugement. Oui, c'est zéro moralisateur non plus, là. C'est pas. Oui, c'est ça. Puis très personnellement, moi aussi, j'aime pas ça quand on me fait la morale. J'aime pas ça quand on me dit c'est comme ça qu'il faut que tu penses. Mais j'aime ça quand on me tient par la main par moment et que ça soit une invitation, en fait. Puis je vois l'audioguide, puis je vois cette proposition du musée aussi comme une invitation. Et je voulais juste dire aussi aux gens que c'est correct d'avoir des petits inconforts, mais de garder l'esprit ouvert par rapport à ça, puis de juste rester curieux. Je pense quand même, je crois énormément à la place de l'art pour brasser en fait les discussions, pour brasser les idées, pour faire avancer même des idées ou des principes. Je pense que l'art a cette force-là. Et je vois mal quand même des gens qui vont arriver devant les œuvres. Les œuvres sont magnifiques. Après ça, c'est cette émotion-là qui peut ouvrir cette porte-là. Ouvrir le dialogue, c'est engager la conversation, mais c'est parfois tomber dans les clichés. Pour éviter les pièges et pour bien comprendre les enjeux de la diversité corporelle, le MNBAC a su innover dans ses pratiques. Ateliers de design thinking, processus de co-création, consultation. La scénographe Marie-Renée Bourget-Harvey et la créatrice de contenu culturel Elisabeth Cordeau-Rancourt témoignent de ce travail d'équipe. C'est sûr qu'on ne pouvait pas parler du corps humain sans montrer des courbes, parce que pour nous, c'était un non-sens. Sinon, si on mettait juste des lignes droites, on faisait ce qu'on voit partout déjà par rapport au corps qui est tout normalisé puis qui est toujours représenté de la même manière. Fait qu'on voulait quand même mettre un hommage aux courbes aussi. Puis, mais je dirais que même dans la démarche, en fait, tout a été fait différemment, mais en même temps de la même manière. C'est qu'on a vraiment parlé longtemps, on s'est renseigné, on a discuté, on s'est questionné. On a eu des collaborateurs comme Elisabeth pour se questionner aussi par rapport autant à l'espace, mais beaucoup au contenu aussi. Puis qu'est-ce qu'on voulait mettre, quel sens on voulait injecter, puis c'est ça. Moi, en fait, je voulais m'assurer parce que quand on parle de la diversité corporelle, c'est plein de pièges un petit peu partout. Puis j'étais contente qu'il approche, j'étais contente qu'il m'approche moi, mais j'étais contente qu'il approche quelqu'un pour justement éviter de tomber dans ces pièges-là, puis faire une réflexion qui était très ouverte, très minutieuse quant aux termes utilisés, à l'espace, à comment c'était pensé pour que ça soit accessible pour vraiment tout le monde, en fait. Ça a commencé, c'est drôle parce qu'on a fait du design thinking avec toi, justement, puis on fallait amener des inspirations, puis elle faisait partie de mes 3 inspirations, tu t'en rappelles, puis moi, j'arrêtais pas de dire, je pense qu'il faut intégrer des gens, justement, il faut aller chercher les gens qui sont plus spécialisés, qui vont nous amener à réfléchir, à éviter les pièges, comme tu dis si bien. Puis c'est ça, donc, puis je savais qu'elle écrivait parce qu'elle les mettait sur les réseaux sociaux. Puis ce que j'aimais, en fait, de la démarche d'Elisabeth, c'est que elle utilise, elle a une démarche militante, je mets des guillemets pour pas que ça soit, pour moi, ça veut dire engagée. Oui, engagée. Ouais. Fait c'est ça, elle est engagée, mais c'est qu'elle passe par la poésie, elle passe par
l'ouverture puis le dialogue, c'est exactement ce qu'on voulait faire. Fait que c'est pour ça que c'était juste naturel d'aller la chercher. Puis elle était là depuis le début. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'elle était comme une des sources d'inspiration, tu sais, par rapport à quand on a commencé à réfléchir. Puis tu sais, sans dire de punch, c'est qu'elle finit la boucle, en fait, de toute l'exposition aussi. Donc, il y a quelque chose d'extrêmement comme... vraiment le fun, qu'on ne vous dira pas tout de suite. Ouais. Chers amis, je suis très contente d'être avec vous à l'occasion de ce vernissage virtuel d'une grande exposition très attendue. Comme nous l'avions promis à pareille date l'an dernier, le Musée national des beaux-arts du Québec ouvre ses portes au grand public et à celui que d'aucuns considèrent comme le plus grand artiste du 20e siècle. C'est pour le Québec une chance extraordinaire d'accueillir cette exposition comprenant de très belles toiles du maître Picasso. Il s'agit véritablement d'un coup de maître que nous devons à l'équipe compétente et vaillante du musée qui a élevé cette institution nationale au niveau des plus grands établissements du genre sur le continent. Le fait que cette exposition soit une exclusivité canadienne ajoute au prestige de l'événement. Et c'est tout un événement de pouvoir accueillir l'œuvre de Picasso chez nous, au cœur de la ville de Québec, dans ce magnifique musée. Au fur et à mesure que la vaccination progresse au Québec et que la situation sanitaire nous le permettra, nous pourrons partager ces expositions avec les visiteurs d'ailleurs dans le monde et ainsi contribuer à leur succès international. S'il est une chose que cette pandémie nous a apprise, c'est que l'art joue un rôle encore plus essentiel dans nos vies lorsque nous traversons une épreuve collective. Il nous fait du bien et il nous rappelle que le monde est aussi fait de beauté et d'harmonie. Dans le cas présent, il fait voyager notre esprit vers la collection du Musée national Picasso Paris et fait en sorte que les chefs-d'œuvre de ce grand artiste viennent jusqu'à nous. Et c'est tout un privilège quand on y pense. Les 76 œuvres qui nous sont confiées ont chacune une histoire unique, mais elles ont en commun la représentation du corps telle qu'elle a évolué dans l'œuvre de Pablo Picasso. C'est un angle fascinant et dans toute son œuvre, le peintre espagnol n'a jamais cessé d'explorer toutes les possibilités de transposition de l'émotion, de la beauté. C'est aussi un thème puissant qui fait partie des arts et de la représentation depuis l'aube de l'humanité, une réalité qui a inspiré l'équipe du musée dans sa conception d'une autre exposition titrée « Ouvrir le dialogue ». Elle présentera une réflexion autour des notions de beauté et de normes esthétiques dans l'histoire, dans l'art et dans les recherches de nombreux artistes et nous aidera à décoder la vision qui animait les créateurs dans la poursuite de leur art. On y découvrira également pourquoi et comment les artistes qui, ayant fait le tour du jardin dans le réalisme, se sont lancés dans une quête inlassable de l'essence des formes et des couleurs. L'émotion de se trouver devant des œuvres célèbres et bouleversantes sera doublée par le plaisir de mieux comprendre à quel point leurs auteurs étaient d'authentiques génies. Avant de conclure, j'aimerais rappeler que ces expositions sont possibles grâce à une importante contribution du gouvernement du Québec versée dans le cadre d'une mesure spéciale consacrée aux expositions internationales de grand prestige. J'invite donc la population à se présenter en grand nombre au Musée national des beaux-arts du Québec pour y faire une rencontre inoubliable avec Pablo Picasso. Je termine en félicitant toute l'équipe du musée pour son excellent travail et pour ce privilège qu'elle nous offre d'admirer de si belles expositions. Voilà, la boucle est bouclée pour cette présentation toute spéciale afin de souligner l'inauguration des expositions Picasso Figures et ouvrir le dialogue sur la diversité corporelle. Les deux expositions sont présentées dans un parcours continu jusqu'au 12 septembre prochain. Vous pouvez déjà vous procurer vos billets en ligne ou mnbac.org si ce n'est déjà fait. À très bientôt.